Alors, c'est la journée mondiale de la santé mentale, l'édition 2024, dont le thème est « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu du travail ». C'est vrai qu'au niveau du Gabon, nous avons une grande problématique, c'est la prise en charge des malades mentaux dans notre pays, du fait de la faible capacité d'accueil du Centre national de santé mentale, qui est la structure de référence, mais aussi de l'insuffisance du personnel qualifié dans la prise en charge des troubles mentaux. Comme le thème le dit clairement, il est temps. Peut-être que longtemps nous avons négligé la santé mentale sur le lieu du travail. Il est temps qu'on puisse faire un zoom en fait sur cette préoccupation que nous voyons tous les jours. Le stress en milieu professionnel, le stress c'est déjà un signe d'alerte qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut avoir des céphalées, on peut commencer à se sentir irritable. Vous allez venir, un collaborateur tous les jours, il est énervé quand il s'agit de boulot, mais à domicile ou ailleurs, il se sent un peu plus tranquille, en allant jusqu'aux angoisses, à la dépression. Donc, il est important déjà que tous les responsables des ressources humaines puissent se mettre ensemble pour comprendre que c'est une nécessité de regarder qu'il y ait des psychologues du travail dans toutes les structures, dans tous les lieux de travail, qu'il y ait des psychologues du travail, qu'il y ait des médecins de santé au travail. Sur le plan général, pas directement rattaché à la problématique de la santé au travail, même si nous recevons quelques-uns, mais nous n'avons pas de chiffres concernant la problématique de la santé au travail ici au Centre national de santé mentale. Toutefois, nous recevons des patients, des personnes référées par les entreprises et qui présentent des troubles qui sont liés à une problématique dans leur milieu de travail. Par contre, au niveau on va dire sur le plan général, nous avons environ 600 à 700 patients suivis ici au Centre national de santé mentale, on va dire depuis un an. Avant cela, les chiffres étaient un peu plus bas. Mais nous essayons de nous demander si ce n'était pas lié à la reprise progressive après la grande grève que le centre a connue. Et progressivement, les chiffres augmentent. Les chiffres augmentent aussi peut-être parce que la sensibilisation que nous essayons de mettre en place avec tous les partenaires, les familles ne gardent plus les enfants enchaînés dans leur domicile. Ils essaient de se dire, on va aussi, je dis bien on va aussi, parce que dans l'itinéraire thérapeutique, l'hôpital n'est pas en général le premier lieu vers lequel les familles qui sont confrontées à cette problématique-là se tournent. Ce que nous prévoyons, c'est de continuer de sensibiliser les familles sur la problématique de la santé mentale. Mais qui est la famille? La famille, c'est nous tous. La famille, c'est la société. Que nous ne pensons pas que cette problématique de maladie mentale ne concerne que l'autre. Lorsque nous passons dans les rues, nous sommes autant affectés par ce que nous voyons, nous, et qu'est-ce qu'on va penser des familles qui sont directement touchées. Donc, le Centre national de santé mentale, c'est une structure de soins. C'est important qu'on puisse le dire. Nous recevons, à l'instar des autres structures de soins du Gabon, les patients qui, après stabilisation, devraient sortir et regagner les familles. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous avons 42% de la capacité litière qui est occupée par des personnes qui sont là entre 3 mois et 20 ans. Donc, notre travail au quotidien, c'est de continuer de sensibiliser les familles. Lorsque nous détectons la faiblesse au niveau des familles, récemment, nous nous sommes dit, il y a des parents qui se sont plaints du fait que ils ne comprennent pas la prise de médicaments, pourquoi la maladie revient, Et donc, on a commencé une des psychoéducations pour pouvoir éduquer les familles sur la maladie de leurs parents et comment ils doivent suivre le traitement. Ça, c'est important. Il y a des familles il faut beaucoup d'accompagnement. Je prends l'exemple d'un drame dans une famille. Celui qui a tué, les autres ne veulent plus le voir dans la famille. Donc, il faut accompagner la famille parce que c'est un membre de cette famille-là. Ça met du temps.
Donc, notre message et notre combat, c'est de continuer de sensibiliser les familles afin qu'il n'y ait pas, qu'on puisse réinsérer les 3/4 de nos patients et avoir de la disponibilité litière pour recevoir d'autres malades. Donc, voici un peu tout ce que nous faisons. Mais il faut dire qu'au niveau du ministère de la Santé, il existe le programme national de santé mentale. Bien sûr, ce programme regroupe aussi également d'autres programmes, notamment la lutte contre le tabac, l'alcoolisme et les drogues. Ce programme a pour but de pouvoir promouvoir la santé mentale. Donc, en association avec ce programme, parfois nous faisons des campagnes de sensibilisation. Pour cette année, ce que nous prévoyons faire, c'est de convoquer le monde du travail et de discuter avec eux sur cette problématique-là par rapport au thème de cette année. Mais au cours des années précédentes, nous avons, en association avec d'autres partenaires évidemment, nous avons sensibilisé dans les écoles sur la problématique des drogues. Et cette année encore, il y a une association partenaire pour l'année 2024 qui va continuer cette sensibilisation-là et sensibiliser aussi au niveau des quartiers, toucher les chefs de quartier pour qu'on puisse parler des signes d'alerte de la maladie mentale, qu'on puisse parler du phénomène de consommation de drogue. Donc, c'est pas ça, ces activités ne s'arrêtent pas aujourd'hui, le 10 octobre. Ce sont des activités qui doivent se poursuivre au quotidien durant toute l'année jusqu'au prochain 10 octobre. Merci d'avoir arrangé la fin de votre présentation qui se réinsère dans la société. Parce que lorsqu'on parle de le trouble mental, il est vaste, hein, vu comment on le présente. Parce qu'il y a des catégories chroniques et puis il y a des catégories aiguës. Effectivement, la phase aiguë, si c'est induit par quelque chose, on arrête le produit, la personne reprend ses activités, il n'y a pas de souci. Le problème qui se pose, c'est avec les malades chroniques qui ont déjà acquis d'autres habitudes. Il faut remodeler pour qu'ils puissent réinsérer la société. Vous imaginez, là, vous êtes journaliste, et puis lui met sa caméra à l'envers. Donc tout ça, il faut qu'il remette la caméra à l'endroit et qu'il continue de faire son travail, même si après il peut rire seul dans son coin, mais tant qu'il arrive à travailler et que votre regard sur lui n'est pas stigmatisant, pour nous, voici les résultats positifs. Oui, nous arrivons à réinsérer les patients. Le pourcentage, il est de 30 à 40% par rapport aux pathologies chroniques. Tout ce qui concerne les pathologies aiguës, il n'y a pas de souci. Mais je reviens encore sur ma grosse problématique. Nous sommes un peuple communautaire. Si nous ne sommes pas accompagnés, quand on parle de famille, on ne parle pas de père, de mère forcément. Toutes les évolutions positives que nous avons au niveau du centre, ce sont des patients accompagnés. S'il n'est pas accompagné, le résultat n'est pas positif. On parle de malades. Dès qu'on parle de malades, il faut bien que ce soit l'hôpital qui prenne en charge les malades. Mais pour qu'ils soient pris en charge, il faut qu'ils viennent à l'hôpital. Il y a eu des opérations, il y a toujours des opérations de transfert de malades qui existent. Ça se fait toujours parce que le nombre de malades de notre évaluation en 2023, nous avions sensiblement identifié une centaine de malades mentaux errants dans le Grand Libreville. Alors, 100 malades, nous avons une capacité d'accueil de 100 malades. Nous avons 42% de notre capacité qui sont déjà occupés par des malades qui, entre eux, vivent ici. Donc, on a, on va dire quoi, 58% de capacité qui peut recevoir les malades de l'extérieur. Et nous avons aussi des malades qui viennent des familles qui ressortent. On ne peut pas prendre toutes les personnes pour les mettre. Donc, nous travaillons pour pouvoir réinsérer ceux qui sont là. Et à chaque fois que nous pouvons, nous allons prendre les malades et nous les ramenons. On les fait par vague. Nous les ramenons. Malheureusement, notre constat, c'est que ceux qui ont été pour on va dire le 10% ou le 20% qui est réinséré dans les familles, lorsque les autres viennent, on les retrouve à nouveau dans la rue. Donc, c'est pour ça que nous voulons travailler vraiment avec les familles. Comme ça, des familles, nous saurons quelle est la problématique réelle. Parce que là, nous spéculons sur beaucoup de choses. Quel est le problème? Et là, il faut mener une enquête pour savoir quel est le réel problème. Pourquoi ces familles abandonnent? Parce qu'on peut vous dire qu'on reçoit gratuitement. Lorsqu'on les prend dans la rue, ils sont hospitalisés gratuitement. Donc, c'est l'État qui fait tout. Ces personnes qui sont là depuis 20 ans, c'est l'État qui les prend en charge.
Donc, lorsqu'on va prendre d'autres dans la rue, c'est l'État qui les prend en charge. Parce que même parfois, quand on identifie les familles, certains ne veulent pas, pour plusieurs raisons. Ils ne veulent pas. Surtout quand le père ou la mère est décédé, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Donc, c'est un travail difficile que le service social de notre hôpital essaie d'abattre. Aujourd'hui, nous allons quand même louer les efforts des partenaires parce que l'État ne peut pas tout faire. Je vous ai dit tout à l'heure, ça nous concerne, nous tous. Donc, les partenaires qui sont avec nous nous aident pour ce relais communautaire. Continuer de sensibiliser les familles. Les familles qui ont déjà des malades, on les sensibilise pour qu'ils comprennent la nécessité de pouvoir continuer la prise en charge, quel que soit le choix de la prise en charge. Parce qu'il faut dire que nous, il y en a qui préfèrent venir à l'hôpital, il y en a qui vont dans des lieux de culte, il y en a qui vont chez les tradithérapeutes. Quel que soit le choix, c'est la régularité au niveau de la prise en charge qui peut aider. Sachant qu'ici, on parle, dans la prise en charge psychiatrique, on parle d'une prise en charge globale. Si le malade dit que je dois aller faire les bains, il va faire ses bains. Il prend ses médicaments, il fait son bain. Sur lesquels nous discutons, c'est la prise de substances. Parce que nous ne savons pas ce qu'ils consomment. On peut se retrouver avec des surdosages. Mais le malade doit être pris en charge dans sa communauté. Et c'est un peu ce que Schweitzer a essayé de mettre en place dans le temps, quand il prenait en charge il venait avec tout ce qui est lui. S'il avait ses fétiches, il vient avec, etc., etc. Donc, nous devons penser à considérer le malade aujourd'hui dans toute sa dimension de malade et non seulement celui à qui on vient administrer des médicaments. C'est un projet sur la table du ministre de la Santé. Il en a même parlé récemment aux médias. Il y a ce projet d'extension, de construction de nouvelles structures psychiatriques dans tout le pays. Mais les bâtiments sont les personnes. C'est pour ça qu'on lutte aussi pour on fait le plaidoyer pour qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient formées, mais qui aient envie d'être formées aussi. Parce qu'on ne va pas exiger, il faut le faire avec amour. Donc il faut qu'il y ait des gens qui désirent faire entrer dans ce monde de la santé mentale, et il faut qu'il y ait des ouvertures pour qu'ils soient formés. Mais à côté de cela, il faut quand même que la société soit sensibilisée sur cette problématique. Parce que même si on construit des milieux de structure et que dans cette structure, les personnes sont toujours abandonnées, à ce moment-là, on n'a pas réglé le problème de capacité litière. Merci d'être passé.